Purée, vous savez quand même que ça fait genre 2 fois que je refais cette vidéo. Parce que la première fois, c'était quoi la première fois? Ça n'allait pas, il y avait un problème. J'étais nulle. Et la deuxième, la lumière, ça allait pas. J'étais blanche comme un linge. Alors déjà que je suis blanche quand même de base. Imaginez. Les gars, je suis stressée. Ce soir, c'est France-Sénégal. Moi, je suis comme ci, comme ça, là. Bon, bah je sais pas ce que vous pensez des clichés, mais moi, ça m'intrigue. Quand on y réfléchit, on lit, on regarde souvent les mêmes tropes, les mêmes genres de personnages, et pourtant on y revient toujours et on continue toujours de regarder, ou de lire d'ailleurs. Généralement, quand une œuvre est prévisible, on va être juste saoulé du manque d'originalité du scénario ou du manque de profondeur des personnages. Pourtant, on a tous déjà regardé cette romance en sachant exactement ce qui allait se passer, que les personnages allaient finir ensemble. Vous allez m'excuser, mais le plaid, franchement, sous genre 28 degrés, c'est pas possible, donc il va rester là. Et donc, dans cette vidéo, on va se demander pourquoi les clichés marchent toujours aussi bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais souligner que dans cette vidéo, je vais distinguer deux types de clichés. Donc, il va y avoir les clichés liés à la trope, donc au scénario, et les clichés qui vont être liés plutôt au personnage. Exemple de trope cliché pour que vous compreniez bien, enemies to lover, exemple de personnage cliché, le bad boy. En réalité, je pense que les clichés ne marchent pas forcément malgré leur prévisibilité, mais parce qu'ils sont prévisibles. Dites-moi, et soyez honnête, quand vous allez au restaurant, est-ce que vous choisissez toujours la même chose, ou en tout cas l'un des plats que vous aimez bien, ou alors vous êtes du genre à expérimenter et vous allez tenter des nouvelles choses? Quand on sélectionne une histoire, que ce soit dans un livre ou bien à l'écran, on ne choisit pas vraiment une intrigue. Réellement, on va choisir une émotion. Et ça, c'est carrément inconscient. Exemple, tu lis un Enemies to Lover, tu veux vibrer. Tu lis un slow burn, ah je suis désolée mais en fait tu veux souffrir. Tu lis une trope amour interdit, tu veux ressentir de la gagne. En fait, il y a qu'à regarder l'évolution sur BookTok. Aujourd'hui, on classe et on recherche notre prochaine lecture selon le scénario cliché. Tu veux un Enemies to Lover qui mixe héritier riche, fille pauvre? Tiens, regarde, hop là. Maxon Hall, tu veux du triangle amoureux mixé avec du slow burn? J'ai ce qu'il faut. L'été où je suis devenue jolie. C'est One Piece, mais fais genre c'est... Tu veux du fake dating mélangé avec de la healing romance? Off Campus saison 1, celui-là on le présente pas. Allez voir mon ancienne vidéo, ma toute première vidéo sur YouTube. Allez la voir, elle était bien apparemment. Donc en fait, on ne va plus vraiment consommer des histoires, classiquement. On va sélectionner des expériences émotionnelles garanties. Le cliché, c'est un peu comme un contrat de confiance. Avant même d'ouvrir la première page ou de regarder le premier épisode de la série, on va déjà savoir ce qu'on va ressentir. Tout ça nous amène à la conclusion que notre plaisir vient aussi de savoir ce qui va arriver. L'un, à mes yeux, des pires arguments du monde, c'est quand on dit « purée, c'était nul parce que c'était prévisible ». Mon petit père, tu t'es pas demandé si c'était pas fait exprès? Il faut bien comprendre que le plaisir de la fiction, il ne vient pas que de la surprise, mais il peut aussi venir de l'anticipation. Je vais vous faire un aveu, je suis assez frileuse quand je regarde des séries ou des films. C'est-à-dire que je vais souvent regarder la même chose. Bah là, typiquement, vous voyez, je suis à la saison 2, épisode 4 de l'été où je suis devenue jolie. Donc là, c'est un parfait exemple et je sais que je suis pas la seule. Je pense en fait que c'est une manière pour moi de rester dans ma zone de confort et je pense aussi que c'est pour ça que la romance fonctionne aussi bien sur moi. C'est un genre qui ne me déçoit pratiquement jamais. Et franchement, même les films de romance qui sont clairement pas, voilà, c'est pas des œuvres d'art, genre Kiss All That sur Netflix et Love Me sur Prime Video, on sait toutes et tous que ce sont pas des œuvres d'art, pour autant, bah il y a la promesse qui est tenue, ils nous font vibrer, ça a un goût de reviens-y. Et en fait, je les aime bien parce que ça comble ce besoin doudou, ce besoin réconfortant. Dans ces moments-là, je demande pas forcément de regarder un bon film qualitatif, je veux que mon désir de ressentir soit comblé, donc je sais déjà avant de visionner ce que je vais ressentir en regardant tel film ou en lisant tel livre. Et puis franchement, en romance, on regarde pas forcément l'histoire pour savoir si les personnages vont finir ensemble. On regarde pour savoir comment ils vont y arriver. Et donc en fait, quand on connaît déjà la fin, chaque regard, chaque moment, chaque dispute va devenir crucial parce que on sait pertinemment que les deux protagonistes finissent ensemble, mais on sait pas comment. Le plaisir, il vient de la montée en tension, il vient pas forcément de la ligne d'arrivée. C'est d'ailleurs pour ça que le film La La Land, n'attrapez pas ma veste, je vous vois venir. Le film La La Land est un chef-d'œuvre, mais il brise le cliché de attention spoil. Il brise le cliché du ils vont forcément finir ensemble. Les deux protagonistes ne finissent pas ensemble. Je vais pas vous mentir, à chaque fois, ça me laisse un goût amer. Je termine ce film et je suis là. Sapristi! Eh bien, tout ça, c'est un peu comme commander son plat préféré au restaurant. Malgré le choix immense que tu vas avoir sur le menu, ou là, en comparaison, le choix immense que tu vas avoir sur le catalogue Netflix, et j'ai pas mis mon téléphone en silencieux, mais je me prends pour qui en fait? Tu vas préférer commander ton plat préféré, ou bien ton film, ta série préférée.
Parce qu'à ce moment-là, tu cherches pas forcément l'originalité du siècle, mais plutôt le goût assuré et la sécurité que ce que ta sélection va te procurer. Chaque cliché va incarner à tes yeux une ou plusieurs émotions que tu vas avoir envie de consommer selon ton humeur. Et bah c'est exactement pour ça qu'on adore se refaire les films type Le Journal de Bridget Jones pour la 20e fois en fait, quand on a un coup de mou. Parce que on connaît l'histoire par cœur, on sait, attention spoil, qu'elle va finir avec Mark Darcy. On ne regarde pas pour le suspense, on va regarder pour le shot de réconfort que visionner ce film nous apporte. Un cliché, c'est juste une histoire qu'on connaît déjà, mais qu'on continue de choisir parce qu'on sait exactement ce qu'elle va nous faire ressentir. En tant que personne qui essaie tant bien que mal de terminer un roman, j'essaie vraiment de me familiariser avec les clichés. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien parce que ce sont des outils hyper puissants, narrativement. À mes yeux, le cliché, ce n'est pas de la paresse, c'est un code secret que le créateur va utiliser pour communiquer avec toi, pour gagner du temps avec toi. On va sortir de la romance. Oui, je sais, ça vous brise le cœur. Parce que oui, il n'y a pas que la romance qui exploite les clichés, les gars. Et ils sont partout, les clichés. Ils nous font peur, ils sont dans nos villes, dans nos campagnes. Prenons le cinéma d'action, par exemple. Ça fait des années que les spectateurs vont voir les mêmes héros au cinéma. Exemple, je prends mes notes. James Bond, 1963. Mission Impossible, depuis 1996. Superman, 1979. Ça date, Enfin... Si, ça date en vrai, c'est genre l'âge de mes parents. Je viens de comprendre la boulette que je viens de faire. Papa, maman, je vous aime. Et en fait, ces films-là, ils ont la même structure. En boucle. Le héros est présenté donc comme fort et charismatique. Le méchant, lui, il est identifié hyper rapidement. L'enjeu, il est hyper clair très vite. Et on sait déjà que d'une manière ou d'une autre, le monde, il va être sauvé. Et ben en fait, c'est les mêmes mécaniques, juste c'est des personnages différents. En tout cas, dans ce genre de film, le cliché, il va fonctionner comme un raccourci mental. Dès les premières minutes, on comprend le rôle de tout le monde. Il évite au cerveau de devoir décoder l'histoire, les personnages. On n'a pas du tout besoin de réfléchir à qui est qui, qu'est-ce qui est en jeu. On peut directement profiter du récit en fait. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Comme on comprend vite la situation, on peut se concentrer plus vite sur les émotions. Et c'est exactement pour cette raison que t'es dans ton siège au cinéma, dans ta salle IMAX ou bien dans ta salle ICE et que tu as des frissons parce que sous tes yeux, le héros est en train de faire des cascades de fou malade. T'as le son, la musique qui est complètement dingue et les effets spéciaux qui... ça te fait exploser le cerveau en fait. Mais évidemment, c'est pas tout. Pour moi, les clichés, ils nous aident à comprendre rapidement la fonction d'un personnage. Ça sert de raccourci visuel et mental. En fonction des costumes, en fonction du make-up, du caractère du personnage, on devine très vite sa fonction au sein de l'histoire. Tu vois une fille habillée en rose avec ses deux pépettes meilleures amies derrière elle qui la suivent partout. Bon bah vous avez évidemment le cliché, vous l'avez deviné, c'est la peste du lycée, genre Regina George dans Mean Girl. Tu vois un homme âgé avec de la barbe, une longue barbe blanche, une robe un petit peu et des gros cernes. Oui bah ouais, tu l'as, c'est le mentor un peu. Gandalf, c'est Dumbledore. Et c'est là que se cache la vraie force des clichés. Pour les créateurs, utiliser un personnage ou une situation cliché, c'est un peu une assurance. Le cliché étant une fondation solide, il t'assure une bonne compréhension de ton personnage auprès de ton public. Pour l'auteur, c'est tout bénef. Parce qu'en fait, lui, il n'a pas besoin de perdre son temps à expliquer qui est qui ou bien à tout bien mettre en contexte pour le récit. En fait, il peut aller droit au but, et je parle pas de l'OM, et au plus croustillant. Et donc, il peut rendre sa troupe ou ses personnages plus uniques. Ce qu'il va pouvoir faire directement, c'est rajouter des névroses, bosser les détails du personnage ou bien du scénario, créer des dialogues sur mesure pour chaque personnage ou des personnalités sur mesure. Et c'est ce qui va faire que ces personnages-là seront uniques, même s'ils sont basés sur un cliché. Donc, dans la création, le cliché, c'est pas le problème. Le problème, c'est surtout quand l'auteur, ou du moins le créateur, va s'arrêter à la surface et donc va nous servir une caricature hyper fade. Et là, on va se dire, waouh, le personnage, il est vraiment cliché, il a rien d'attachant ce personnage. Un cliché, réellement, c'est pas attachant. C'est tout ce que l'auteur va travailler autour du cliché qui va faire que ce personnage est mémorable et attachant. Et clairement, un des meilleurs exemples à mes yeux qui représente ça, c'est bien les personnages d'Off Campus. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Les personnages sont clairement des personnages clichés, mais que l'auteur, Elle Kennedy, a fait un travail assez profond sur l'identité et sur comment les rendre uniques. Donc, à ce stade, on sait que le plaisir vient de l'anticipation de ce qu'on va ressentir et de l'histoire choisie. On est aussi attaché aux personnages parce qu'ils sont facilement identifiables et donc attachants. Et on a vite compris l'enjeu de l'histoire, grâce aux clichés scénaristiques utilisés. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut creuser un petit peu plus encore. Nous, on devient complice. On devient complice avec l'histoire, avec le scénario et même avec les personnages, pour ceux qui sont un petit peu fous, genre comme moi, et qui crient devant leur télé quand les personnages font n'importe quoi. Et donc en fait, c'est comme ça que les clichés nous convainquent, nous attrapent là,
et nous restent dans la mémoire à jamais. Mais laissez-moi vous expliquer comment. Déjà, les clichés, ils peuvent créer un phénomène génial et largement utilisé en littérature ou même dans les films et séries. C'est ce qu'on appelle en littérature l'ironie dramatique. En gros, et d'après notre petit pote Wikipédia, je prends mes notes, l'ironie dramatique est une forme d'ironie générée par certaines situations dramatiques lorsque le spectateur dispose d'informations essentielles au personnage que ces derniers ignorent ou interprètent mal. Exemple, nous savons que le Titanic va couler, pas les passagers. Autre exemple, nous savons que Peter Parker est Spider-Man, mais pas ses proches. Ça, c'est l'ironie dramatique. Si vous avez bien suivi jusque-là, vous savez que les clichés peuvent incarner des personnages, mais aussi des situations. Typiquement, et là ça va être hyper niche, vous allez me juger avec une force phénoménale, on va parler de Miraculous. Oui, Ladybug et Chat Noir. On sait dans cette série, dans ce dessin animé, que Marinette est Ladybug, on sait que Adrien... Vous pensiez vraiment que j'allais vous parler de Miraculous là? Non, parce que moi oui. Heureusement, Prime a sorti à Contresens 2 et m'a offert sur un plateau cette magnifique ironie dramatique et du coup, j'ai pas à me ridiculiser à parler de Miraculous. Donc, résumons rapidement la situation. Attention, spoil. Dans À Contresens 2, Londres, Noah et Nick s'aiment. Mais la distance, Oxford, l'entreprise familiale, les nouvelles têtes, tout ça font que le couple va pas très bien. Et nous, on voit tout. On voit quand Briard répond à l'appel de Nick sur le téléphone de Noah, et que du coup, il entend Noah rire avec Michael, lui il pense qu'elle est en couple avec lui. Briard a réussi son premier coup de vengeance. Nick pécho Sophia au gala, Noah le voit. Là, Briard remet une couche en disant un truc du genre à Noah ouais meuf, t'es pas la première à t'être fait briser le cœur par Nick. Ah, Noah du coup, elle finit par partir trahie avec Michael. Les deux couchent ensemble, horrible. Horrible. Et le pire, c'est que quand elle rentre dans sa chambre, quand elle revient de cette partie de jambes en l'air avec Michael, qui l'attend, beau comme un dieu, avec un discours digne des plus grands poètes. Oui, Nick. À ce stade, nous, on est saoulés au plus haut point. Briard, on peut plus la voir. Déjà, la meuf, elle a le nom d'une université dans Off Campus, donc franchement qu'elle ramène pas son camembert là. Bref, Noah avoue à Nick ce qu'elle vient de faire. Nick, lui, il voit rouge, et qu'est-ce qu'il fait? Parce que Nick, c'est quand même un peu un bad boy. Il va littéralement rendre une petite visite de courtoisie à Michael. Je vous cache pas que la courtoisie était violente. Tout ça pour dire qu'on crie intérieurement. Ou pas. Parce que nous, on sait tout. Toutes les pièces du puzzle que les personnages n'ont pas, on les connaît. On sait que Briard tire les ficelles, on sait que personne n'est vraiment libre de ses choix, mais eux ne le savent pas encore, ils sont piégés et nous, ça nous rend ça nous rend barjot en fait. Et c'est ça, l'ironie dramatique dans toute sa splendeur. Elle ne crée pas juste de la frustration, mais elle crée de l'impuissance chez nous. On est complètement complice de l'auteur, à sa merci, on a accès à une vérité que les personnages, eux, n'ont pas, et on peut rien faire, à part regarder le désastre s'installer en direct live sous nos mireilles, ébahi et complètement abasourdi, outré, épuisé, bref, vous avez compris. Cette méthode-là, c'est un peu comme une confidence. Il crée cette complicité entre nous et les personnages qui peut soulever différentes émotions. Et qui dit spectateur investi dit aussi fanbase. À ce stade d'investissement, le cliché peut transformer le visionnage en jeu de piste. Parce qu'on adore avoir une longueur d'avance sur les personnages et sur les histoires. Puisque le cliché est prévisible, on a tendance à se créer des théories plus ou moins fumeuses, on va pas se mentir. Et en fait, il y a un côté presque flatteur pour notre ego quand nos théories fumeuses se réalisent. Il y a qu'à prendre un peu de recul et voir comment on consomme les histoires aujourd'hui. Je suis certaine que vous avez déjà dû regarder sur YouTube, vous savez, ces vidéos qui résument l'histoire d'amour entière de tel personnage et tel personnage, ou visionner des edits sur TikTok qui isolent un micro-regard, un micro-frôlement, ou même une tension de mâchoire. Vous savez, quand les gars, ils serrent la mâchoire comme ça, là. Ok, c'est hyper cringe ce que je viens de faire. Oh là là. Et donc en fait, on va décortiquer l'histoire, on va la fragmenter, on va jouer avec elle. On devient complice au point d'être les co-auteurs du récit finalement. Et d'ailleurs, parfois cette complicité, elle devient tellement forte qu'elle finit par dépasser l'écran. Je pense par exemple à L'été où je suis devenue jolie. Les débats entre la team Conrad et la team Jeremiah, fallait nous voir à l'époque. Enfin à l'époque, c'était il y a pas si longtemps que ça finalement. En gros, ces débats, ils ont été tellement intenses que l'auteur, Jenny Han, a fini par modifier certaines parties de son triangle amoureux dans la série par rapport au livre. Les fans n'étaient plus juste en train de regarder ces trois protagonistes se tourner autour. Ils participaient activement à la réalisation de la série. Et plus récemment, on a vu quelque chose de similaire avec Off Campus. Alors là, c'est juste une théorie que j'ai fait moi-même. Mais en gros, si la série suit l'ordre des romans, vous avez d'abord donc Anna et Gareth, la saison 1 qui est sortie. Vous avez la saison 2 qui est sur John Logan et Grace. Et là, on a bien vu que la saison 2 porterait sur Dean et Ali. Les réalisateurs se sont dit, tiens,
Ça sent le bon filon, on va directement passer le livre 3 à la saison 2. Donc Dean et Ali à la saison 2 et John Logan et Grace directement à la saison 3. Donc en fait, vous voyez, ils modifient quand même la structure même des romans. Sachant qu'ils ont confirmé et annoncé l'actrice qui allait jouer Grace, peut-être qu'ils ne savaient pas encore s'ils allaient sortir John Logan et Grace à la saison 2 ou Dean et Ali. Ça se tapait entre les deux. Au final, ils ont vu l'engouement de fou pour Dean et Ali et du coup, là, ils se sont dit, ok les gars, on va mettre Dean et Ali saison 2, John Logan et Grace directement saison 3. Et une affaire rondement menée finalement, merci les fans. Parce qu'à partir du moment où les fans font des edits, les fans créent des théories ou alors des analyses de 3 heures sur des montages de musique avec Taylor Swift dessus, bah en fait on n'est plus vraiment spectateur, on devient vraiment acteur, on devient complice de l'histoire, membre actif de cet univers plus ou moins enchanté, réel, fictif. Donc en fait, le cliché peut aussi faire partie des ponts utilisés pour créer une communauté engagée, sachant qu'aujourd'hui, la communauté engagée au niveau des films et des séries c'est quand même hyper important. C'est essentiel aujourd'hui pour qu'une série soit renouvelée et considérée aujourd'hui comme successful. Donc, on résume rapidement. Les clichés incarnent des émotions, de l'anticipation. Ce sont aussi des outils narratifs hyper puissants. Et quatrième, ils créent de la complicité entre le consommateur, donc nous, et les créateurs. Mais selon moi, il y a une dernière chose, et pas des moindres, qui justifie le fait qu'on revienne tout le temps à ces livres, films, séries. Les gars, c'est tout simple. C'est qu'en fait, on veut toujours la même chose. Si ces structures traversent aussi bien les années, c'est pas toujours par flemme des auteurs, ou parce que c'est plus simple de construire avec des choses qu'on a déjà vues. C'est surtout parce que les clichés répondent à des besoins psychologiques universels. Oui, la fiction n'est pas toujours là pour nous montrer la réalité telle qu'elle est. Elle est aussi là pour réaliser nos fantasmes ou soigner nos insécurités. Attention, psychologie de comptoir en approche. Carrément, je vais mettre mes lunettes, comme ça je vais paraître un petit peu plus sérieuse. Où est-ce qu'elles sont ? Vous allez me dire si vous trouvez que je fais un peu plus savante et surtout un peu plus crédible. C'est bon, je suis crédible là ? Prenons les triangles amoureux. Allez-y, je vous laisse en citer. Il y en a plein. Twilight, The Summer I Turned Pretty, The Vampire Diaries, il y en a vraiment à l'appel. En surface, c'est juste une personne qui hésite entre deux personnes plus ou moins parfaites. Mais on peut aussi y voir quelque chose d'un peu plus profond. Dans la vraie vie, beaucoup d'entre nous connaissent le rejet, la peur, le doute, la peur de ne pas être choisi aussi. Et en fait, le triangle amoureux, ça va inverser complètement cette tendance-là. Le problème n'est plus est-ce que je plais à quelqu'un, est-ce que quelqu'un va finir par m'aimer, mais ça devient plutôt qui vais-je choisir ? Bah j'ai l'embarras du choix là. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette trope-là est particulièrement séduisante et qu'elle marche toujours aussi bien. Pendant quelques heures, on quitte notre réalité plate et ennuyeuse, aussi cette peur d'être ignoré, pour devenir la personne désirée par deux types absolument merveilleux. Et ça, évidemment, mesdames, ça nous fait quelque chose. Au ventre, au cœur, ce que vous voulez, ça nous fait quelque chose. Maintenant, ressortons encore un petit peu de la romance. Ce fameux cliché du élu malgré lui. Dans les dystopies, typiquement, on retrouve souvent un personnage ordinaire qui se retrouve projeté malgré lui dans cet univers et surtout, il doit sauver le monde, il n'a pas le choix le type. Katniss, elle a jamais cherché à devenir un symbole révolutionnaire. Thomas, lui, il s'est pas réveillé en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais sauver le monde avec mon sang. » Pourtant, l'histoire, elle les transforme progressivement en figures essentielles. Et donc, dans ce cliché, par exemple, on pourrait voir une réponse à une envie qui, je trouve, est hyper humaine, et c'est surtout celle de croire que notre existence a un sens, qu'on a de l'importance. La plupart d'entre nous vivons des vies hyper banales, hyper ordinaires. Alors, suivre un personnage qui découvre qu'il est capable de changer le destin du monde entier, ça peut être particulièrement grisant et très inspirant pour nous. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune et que j'allais voir Le Labyrinthe ou bien Hunger Games au cinéma, je ressortais avec des étoiles dans les yeux. Et donc, c'est pas forcément le fantasme du pouvoir, c'est simplement le fantasme de compter. Compter pour quelqu'un, compter pour quelque chose. On consomme toujours les mêmes histoires, parce qu'elles nous offrent le temps d'un chapitre ou d'un épisode, d'un film, un contrôle total et une sécurité émotionnelle qu'on n'aura jamais dans le monde réel. Les clichés ne sont pas forcément populaires parce qu'ils sont réalistes, loin de là même. Ils sont populaires parce qu'ils parlent à des émotions, que beaucoup d'entre nous partagent et surtout reconnaissent en eux-mêmes. On continue d'avoir besoin d'histoires pour comprendre nos peurs, pour donner du sens à nos blessures, et même peut-être les vivre indirectement à travers des personnages. Le fait de voir ça sur nos écrans nous donne l'impression d'être compris et vu. Bref, selon le dictionnaire Le Robert, je prends mes notes, un cliché c'est une idée ou expression trop souvent utilisée. Mais vous savez quoi ? Moi je trouve que c'est pas trop souvent utilisé un cliché. Moi, je suis pas d'accord avec cette définition. Je sais pas trop pour qui je me prends là pour ne pas être d'accord avec un dictionnaire. Moi, j'aime bien les clichés, voilà, c'est dit. Que ce soit des tropes ou bien des personnages, et je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Le fait de voir les clichés
comme quelque chose de négatif dans la fiction, je parle toujours, hein, pour moi ça revient à renier la base même de bons scénarios et de bons personnages. Puis en vrai, il faut reconnaître que dans l'art de créer, aujourd'hui, c'est super dur de créer quelque chose qui n'a jamais été fait. On s'inspire des gens qui nous entourent, de la réalité, on s'inspire de ce qu'on voit dans les films, de ce qu'on voit dans les séries, de ce qu'on peut lire. Et c'est carrément bien de faire ça aussi. Arrêtons de penser que les clichés sont mauvais et qu'ils représentent un manque d'imagination. Les clichés réduisent l'incertitude et les clichés facilitent la vie aussi aux créateurs. Les clichés fonctionnent parce qu'ils nous donnent quelque chose que la vraie vie nous offre pas, ou en tout cas très très peu, de la prévisibilité. L'amour est imprévisible, les gens sont imprévisibles, la vie est imprévisible. Évidemment qu'on peut planifier, qu'on peut s'organiser, mais franchement, dans 20 ans, dans 10 ans, on sait pas vraiment qu'est-ce que la vie nous réserve. Mais dans une histoire remplie de clichés, on sait où on va et ça nous fait du bien. Alors, soyons honnêtes dans les commentaires. Quel est le cliché auquel vous ne pouvez pas échapper? Pour vous inspirer, je vais vous mettre plein d'exemples de tropes clichés, de personnages clichés. Que ce soit tropes, personnages, dites-moi tout en commentaire. Moi, je pense que ce qui me fait craquer, c'est, vous savez, quand c'est une célébrité et que la célébrité tombe amoureuse de quelqu'un d'ordinaire. Genre, l'idée d'être avec toi, avec Anna Thaoué et Nicolas Galitzine. Oh là là. Ce film, je le ponce, je le rince jusqu'à la moelle, je l'adore, il est incroyable. Et maintenant, avant de finir cette vidéo, je tiens à vous remercier, mais chaleureusement en fait. Si je pouvais vous faire des câlins à tous, je le ferais. Ma première vidéo a eu un trop bon accueil. Je suis trop contente qu'elle vous ait plu. Franchement, j'ai été émue de voir à quel point vous l'avez bien reçue. Vous pouvez demander à ma sœur. On était dans le McDrive et je sais pas pourquoi je raconte ma vie. Je suis trop contente. J'espère que cette vidéo sur les clichés et mes théories fumeuses vous ont plu en fait. Pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et puis je vous fais plein de gros bisous.